Vendredi 3 janvier 2025, 6h30 du matin. Le réveil vient de sonner et il fait toujours très froid aux alentours des 2-3 degrés Celsius. C'est parti pour la 4e étape de course sur l'Africa Eco Race. Enfin, quand je dis 4e étape de course, je veux dire 4e étape du raid pour moi, puisque comme vous le savez, aujourd'hui c'est mon premier jour en catégorie raid avec ma nouvelle moto de location. Je vous laisse aller voir l'épisode précédent si vous ne comprenez pas. Après un rapide petit déjeuner et un passage au sanitaire, je parviens à faire installer mon nouvel appareil de localisation avec mon nouveau numéro de participant raid sur ma nouvelle moto. Je prends également quelques minutes pour admirer les autres véhicules de course sur le bivouac que je croise. Enfin, je termine mon rituel du matin avec l'enfilage de tout mon équipement, à savoir ma veste et mon pantalon de rallye shot, ainsi que mon airbag sans fil shot SRG1. Pour cette nouvelle étape, une journée de 500 km est en vue pour les pilotes de course, avec 486 km de spécial entre Touisgui et Layoun. Du sable, des dunes, de la piste, une belle spéciale longue et intense les attend. De mon côté, ce n'est pas la même fête car j'apprends que les participants du raid auront quant à eux ce jour 590 km à parcourir avec seulement 120 km de piste et 470 km de bitume. Même si j'étais quand même content de pouvoir rouler, j'avoue que j'ai un peu déchanté quand on m'a annoncé cela. On m'a rassuré en m'expliquant qu'il s'agissait d'une spéciale exceptionnellement bitumée pour les raiders. On fait en effet 120 km de la spéciale de course sur les 486 km que font les autres, et que les prochaines étapes de raid seront presque les mêmes que celles de la course, donc j'espère que ce sera le cas. N'ayant plus d'heures de départ et naviguant désormais avec un fichier GPX au lieu d'un roadbook, du fait de mon basculement en raid, j'avais donc quand même la possibilité d'aller voir le départ de la course avant de partir suivre la ligne violette qui m'attendait sur l'écran de mon smartphone fixé à mon support Quadlock Pro. Sur la route, j'ai croisé des dromadaires dont la grande passion est de traverser juste avant votre passage pour tenter de vous mettre au tas. Blague à part, j'étais, à chaque fois que j'en croisais, émerveillé de les voir se balader ainsi en totale liberté. J'ai roulé ensuite pendant 150 km sur ces grandes lignes droites de bitume qui s'étendaient au loin dans ces paysages désertiques et vides. J'avoue, j'avais un peu de mal à rester sur la route quand je voyais toutes les pistes présentes sur les côtés, et plusieurs fois j'ai préféré rouler dans ces pistes car je trouvais cela bien plus agréable et fun. Franchement, je pense que vous serez du même avis, mais quand on voit toutes ces pistes sablonneuses et caillouteuses au milieu de ces magnifiques paysages, ça vous donne clairement envie de les emprunter. Ouais, je me rajoute un peu de temps à faire ça, mais bon, c'est rigolo. De toute façon... Allez, c'est tout droit maintenant. Ah, un petit peu de sable, tiens. On va voir ce qu'elle donne. Ouais, ça va, ça se tient bien. Hein. Ah, j'adore. J'adore maintenant. Rouler dans le sable, j'ai commencé à m'habituer un petit peu. Bon, après, c'est pas du méga gros sable, hein, mais ça fait plaisir, quoi. Oh là là, c'est dingue. Cette liberté de ouf. Mais au bout d'un moment, durant mes divagations, j'ai fini par croiser Jean-Marc, le responsable du raid. Il est vraiment super sympa, aux petits soins avec les pilotes, vous verrez pourquoi d'ailleurs je dis cela dans les prochains épisodes, et il m'a expliqué qu'il fallait vraiment rester sur la trace du GPX, car il devait s'assurer que tous les raiders étaient bien en sécurité. Clairement, j'allais pas jouer au plus malin, et j'ai repris le macadam. Il fallait donc que je me sorte de la tête une bonne fois pour toutes ce côté autonomie et liberté totale sur mon choix de trace que j'avais en course. Là, c'est différent car le niveau des pilotes s'inscrivant normalement au raid n'était pas le même que ceux en course. 50 km plus loin, j'arrive enfin sur les pistes, ce qui me fait vraiment super plaisir. Donc, comme sur les précédents épisodes, je vous partage quelques morceaux de cette spéciale raccourcie. Ça fait du bien là d'être dans les pistes, hein.
tourne. Voilà, c'est un mélange de sable et de rocailleux. Il y a des endroits un petit peu plus sablonneux, mais c'est franchement bien porteur, hein, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est bien, la moto de Michel se comporte très bien. Il n'y a pas de truc bizarre. Juste le guidon qui a un peu de traviole. Donc je crois qu'il va falloir que je desserre les têtes fourches ce soir pour regarder, parce que j'ai pas pensé à faire ça. Et il y a aussi ça manque de garde sur l'embrayage. Donc il faut que je regarde ça aussi. Ah bah nous c'est par là. Oh regardez, il y a l'hélico. Cool. Ah oui, là on a un peu plus de sable. Donc c'est toujours mieux que rien, hein, clairement, par rapport à la situation d'il y a 2 jours, où le soir j'étais totalement dépité à l'idée de ne plus pouvoir rouler pendant les 10 prochains jours. Bon bah là, c'est clairement mieux, hein, y a pas à dire. Ah la vache, il y a ces cailloux là, ça remue dans tous les sens. Ouah. Ah, ça va mieux là. Franchement, je sais pas où elle est la piste, hein. Ah, elle est peut-être là, ouais. Nous on est censé tourner, ouais. Je vérifie de temps en temps parce que je suis quand même sur la trace course et j'ai pas envie d'en déranger un parce que je suis en train de couper la route. Allez, ça continue. Ça c'est une belle descente, hein. Ah oui, d'accord. C'était ça le problème? Ouais, sûrement, ça doit être là. Ouais, c'est sûr que quand tu arrives à fond en tant que pilote pro, c'est un danger, c'est sûr. Bon, moi ça va. Là, je prends pas de risque. Ouais, pas le fou furieux, hein. Voilà, on va encore changer de décor. C'est incroyable.
Une fois arrivé à cette intersection, c'est la fin des 120 km de spécial pour moi. Au moment où je croise les militaires, ceux en course partent à gauche et continuent dans de belles sections de pistes et de dunes, et ceux en raid vont tout droit afin d'esquiver cette partie considérée comme trop technique et terminent par la route. Et franchement, ce début de retour par la route était assez époustouflant au niveau des paysages grâce à un col de montagne absolument magnifique. Là, regardez-moi cette vue, fallait obligé que je m'arrête. Oh, c'est incroyable, ça rend trop bien. Moi j'étais tout là-bas en bas tout à l'heure. Et eux ils doivent être en train de rouler dans les grandes pistes là-bas. Mais moi j'ai plus le droit, donc tant pis. Allez, encore 323 km avant l'arrivée. Et là bah c'est que de la route, hein, donc y a rien de très difficile. Tout va bien mon cher petit Stella. On va continuer tranquillement notre route. Après cela, j'ai continué à nouveau à rouler dans des lignes droites qui semblaient se prolonger à l'infini. Je n'avais jamais roulé en fait des sections aussi droites et aussi longues de ma vie. Pourtant, j'habite le nord de la France, donc niveau ligne droite, je m'y connais pas mal. Ici, tout est si grand, si espacé et contrasté entre le vide du désert et la vie riche et colorée des villes du Maroc, que j'absorbe toutes ces nouveautés avidement et je suis vraiment fasciné par ce pays. Je compte bien y retourner car il y a des milliers de choses à découvrir et je n'ai vu à mon avis qu'une fraction de tout ce qu'il y a à voir au Maroc. La fin de parcours jusqu'à l'Aïoun m'a semblé interminable sur cette belle 2x2 voies car c'était très monotone. On est sorti de l'autoroute pour voir un peu du pays là, ça va mieux. Ah, j'adore. J'étais en train de m'endormir sur l'autoroute, mais je fermais un œil à moitié là, c'était tellement monotone. C'est fou ces grandes lignes droites infinies. J'aurais jamais cru que ça puisse exister. Regardez ça. Les falaises, l'océan, c'est pas magnifique? Ça c'est beau. Waouh, l'infini. Ah là, ok. Et comme vous le voyez, je n'ai pas fini la journée tout seul aujourd'hui puisque j'ai roulé avec Jean, une personne en charge du raid roulant à moto sur le parcours, et Olivier, un participant du raid avec une belle KTM 450 Rally toute neuve. Lui, il était là pour profiter, vivre son rêve d'Afrique à son rythme et il surkiffait son périple de raider. Donc, comme on avait le temps, on s'est arrêté sur la côte pour profiter un peu du paysage. On a mangé des brochettes, je n'ai pas pensé d'ailleurs à le filmer, mais on l'a fait car on avait le temps. Bref, vous l'avez compris, on avait du temps. Et ça, j'avais du mal à me le mettre en tête. Ici en raid, on est là pour vivre l'ambiance de la course, mais sans la pression de la course et sans les grosses difficultés. Je dois vous avouer que pour moi, c'était un peu dur à accepter de rouler ainsi sur l'Africa Eco Race, car je me préparais depuis longtemps pour venir faire la course, et je venais aussi pour voir jusqu'où j'étais capable physiquement et mentalement d'aller sur chaque spécial. Je savais que sur 2 ou 3 spéciales, je n'aurais peut-être pas été jusqu'au bout, car j'en avais beaucoup parlé lors de mon stage d'entraînement rallye avec David Frétinier, qui a d'ailleurs fait plusieurs fois l'Africa Eco Race en gros trail, mais je venais à la base pour aller dans mes retranchements et repousser mes limites. Là, clairement, ce ne sera pas le cas, il faut que je l'accepte et que je me mette à apprécier cette nouvelle philosophie de participant du raid. Après un bon 9 heures de route pour cette journée, nous sommes enfin arrivés au bivouac du soir à l'Aïoun, où je vous ai filmé quelques moments de bivouac. Ça y est, on a l'hélico médical qui arrive, il va atterrir, ça signe la fin de journée. Quand l'hélico atterrit, ça veut dire que tout le monde a terminé la spéciale globalement. Et donc ça y est, il va pouvoir se poser. Bon allez, il est temps de retirer mon dossard de compétiteur, j'avais oublié de le retirer dans mon dos. Mais c'est définitivement fini pour moi, donc maintenant c'est raid, j'ai plus besoin de ça. Voilà, ma veste sera vide dans le dos, c'est comme ça. Voilà notre bivouac. Franchement on se croirait sur Tatooine. C'est ouf. Avec le coucher de soleil. Là on a les différentes tentes. Et tout le monde bosse un peu sur sa moto. Dans l'espace mâle, ça s'active. Moi je vais installer ma tente, je vais me poser. J'ai ramené ma malle, mes affaires, donc je vais m'installer avec la moto. Et puis voilà. Forcément, hein, moi je suis en raid. Donc je peux vous dire, j'ai pas fait énormément de chemin. C'était plutôt cool. Donc j'avais pas grand chose à faire, voire rien du tout. Ouais, je sais, mes cheveux, c'est pas grave. Faut pas faire gaffe. Je vais m'en occuper après. Mais c'est juste pour vous montrer que tous les jours, c'est le même rituel. D'abord, je sors la tente. Ensuite, je sors
mon sac de voyage qui est juste là, avec mes affaires, ma malle avec toute la partie des affaires du quotidien. Et ensuite, dans la malle, je vais prendre le matelas, le sac de couchage et tous les éléments et je les mets dans ma tente et je prépare tout. Et le lendemain matin, on rebelote, on recommence, on remet tout dans les malles. Au bout d'un moment, c'est un automatisme, on s'y fait et ça va de plus en plus vite à faire. Parce que je peux vous dire que le premier jour, j'étais pas très organisé. Là, je suis de plus en plus organisé, j'ai ma méthode, je sais comment faire et ça vient avec l'expérience, tout simplement. Et enfin, dernier truc que je sors, c'est ma batterie. Vous voyez, c'est une petite batterie comme ça, mais elle est bien costaud. C'est la EcoFlow à la River 3. Et vous voyez, je m'en sers tous les jours depuis qu'on est parti là. Et j'ai encore 53% de batterie, donc ça devrait tenir largement jusqu'à Darla. Et à Darla, je le rechargerai puisque j'ai le câble secteur avec. Et comme ça, je me mets ça dans ma tente tous les jours. Ça m'évite de mettre tout ce qui est caméra, smartphone et tout sur les tables qui sont là-bas au bout, puisque vous avez des chargeurs sur les tables directement des camions MAL, alimentés par les groupes électrogènes. Mais moi, je m'embête pas, j'ai ça, comme ça, c'est plus pratique pour gérer la partie vidéo. Et juste pour vous montrer, pour préciser, parce que j'ai pas tout détaillé, vous voyez, quand je le mets en charge, je mets comme ça d'un côté le boîtier in-box pour l'airbag, parce que au moins je le recharge tranquillement dans ma tente, ma caméra qui se branche en USB-C, et là sur la prise, je branche un adaptateur secteur vers USB-C, comme ça je charge en plus mon téléphone avec lequel je filme, parce que j'ai pas de câble USB-A vers USB-C encore en rab. Mais sinon, niveau autonomie, ça fait largement le boulot et ça, c'est top. Alors, est-ce que l'étape numéro 5 sera plus riche en piste que cette étape numéro 4 ? Que se passera-t-il durant la journée de pause à Darla lors du 6e jour de course ? Vous le saurez dans le prochain épisode.